Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de parler ensemble de ce jeu que vous avez devant vous, Maladoom Dungeon of Enveron. Alors Enveron, je ne sais pas comment ça se dit, Enveron, on s'en fout, en tout cas il est là. Alors comme je vous le disais, je suis très heureux de vous retrouver avec après ce petit temps d'absence sur ce jeu là notamment, car vous le savez, hein, il est, enfin, ou vous ne le savez pas, mais il est édité par Battle System, hein. Battle System, c'est quand même la maison d'édition qui avait édité, excusez-moi, Core Space Firstborn, qui a été le premier jeu que j'ai pu vous présenter sur la chaîne il y a, je ne sais plus combien d'années, 2 ans, je pense, peut-être un peu plus, je ne sais plus, j'ai plus les comptes. Et donc, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur son successeur. Et oui, son successeur qui est arrivé, qui a été livré fin 2024, si je me trompe pas. Hein, bon, voilà, que j'avais, puis dont j'ai hésité à parler pendant un moment, car j'avais d'autres jeux qui passaient avant. Et j'ai hésité à m'y plonger dedans. Quelle erreur que j'ai commise. Et oui. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui ressemble énormément, attention, dans ses mécaniques de base, à Core Space, que ce soit Core Space ou Core Space Firstborn, eh bien, il y ressemble parce que ça reste un jeu qui est un jeu bac à sable dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut tout faire à ce jeu. C'est fantastique, on peut tout faire. Si ce n'est que celui-ci amène un petit plus. Et oui, c'est que lui, il va introduire, donc je vous fais un petit rappel comme ça. Le premier Core Space, bon, c'était un jeu qui était science-fiction, hein, voilà, hein, et dans lequel, eh bien, plusieurs équipes jouées par des joueurs différents allaient s'affronter hein, pour réaliser des objectifs. Voilà, c'était un jeu chacun pour soi qui était, voilà, superbe, bien sûr. Firstborn est arrivé derrière et lui avait une vocation coopérative. Il pouvait aussi toutefois se jouer équipe contre équipe, il n'y a pas de souci. Mais tous les deux n'avaient aucun arc narratif. Eh bien, Maladoom arrive en plus d'être dans un univers complètement différent, puisque là, nous sommes dans le médiéval fantastique. Ouais, médiéval fantastique, vraiment, puisque bon, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ressemblent aux univers que l'on connaît, puis il y en a d'autres qui n'y ressemblent pas. Mais celui-ci introduit une campagne qui va pouvoir être jouée, une campagne narrative entre guillemets, parce que bon, la narration n'est pas non plus énorme, mais elle y est, mais surtout une liaison entre les différents chapitres, les différentes quêtes que nous allons pouvoir jouer en fonction de nos résultats dans les quêtes, eh bien, nous irons chercher tel ou tel point. Voilà, un arc ou un arbre narratif. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, il peut tout à fait se jouer également en one-shot sur les parties. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, voilà, hein, pour brosser un peu le truc avec ses confrères, avec ses prédécesseurs. Alors, c'est un jeu, comme je vous le disais, qui a été édité par Battle System. Je vais vous passer tous les noms séparément, conception, histoire, tout ça, en vous citant les noms de l'équipe Battle System, et ils ont chacun contribué en fonction de leur particularité aux différents points, hein, que ce soit conception, maquette, couverture, sculpture, peinture. Là. Donc nous avons Colin Young, Stewart Gibbs, Wayne Abella, Simon Britton et John Cartwright. Voilà, ça c'est l'équipe Battle System. Ce jeu est en anglais et a été distribué par justement Battle System, mais il a été traduit en français par Légion de Distribution. La traduction et la maquette ont été assurées par Laurent Dutheil, la relecture par Cédric Bruzzo, Anaïs Chambert et Alexandre Joly. Voilà, donc ce jeu, comme je vous le disais, est arrivé, si je fais pas d'erreur, fin 2024, puisqu'il a été imprimé en 2024 en version française, donc voilà, nous l'avons reçu fin 2024. Voilà, ça c'était pour vous brosser un peu le portrait, en vous disant simplement que c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, et qu'il est conseillé pour des joueurs de 14 ans et plus. Après, comme je vous le dis à chaque fois, quand on connaît ces joueurs, c'est nous qui choisissons. Mais bon, moi je pense qu'on peut le jouer un peu avant quand même. Hein. Un peu avant. Les durées de partie, on va en parler. Ce qui est écrit sur le papier, c'est 60 à 120 minutes. Mais
comme c'est un jeu un peu bac à sable, bien qu'il y ait des choses pour le rythmer, au final, les parties peuvent être plus courtes ou plus longues. Ça, c'est en fonction de notre façon de jouer. Alors dans cette vidéo, écoutez, on va prendre un peu le temps, on va un peu se faire plaisir, hein, puisque c'est une mise en bouche. On va un peu discuter du jeu, un peu de son histoire, mais avant tout, voilà, on va quand même regarder les décors, qui sont toujours en carton, comme ses prédécesseurs. Alors, j'essaye de vous retrouver. Alors, je ne sais pas où je les ai mis, mais bon, je vais vous les retrouver tout à l'heure. Je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, donc on est toujours avec des décors en carton. On est toujours avec des objets fouillables. Hein, voilà, hop, toujours pareil, des coffres qui s'ouvrent. Tout est interactif. Tous les principes que l'on connaît, pour ceux qui les connaissent, ces jeux, dans Firstborn ou Core Space, tout court, eh bien, sont les mêmes. Hein, pour ce qui est de l'interaction. J'aime bien une petite particularité qui a été rajoutée, c'est les portes. Vous voyez, là, maintenant, on a des portes comme ceci qui peuvent se fermer réellement. Voilà, comme ça. Voilà. Et non pas détachables complètement comme c'était. Donc ça, c'est intéressant. Ouverture, fermeture de porte. Ça peut être fait par une action rapide pour ceux qui connaissent. Et oui, c'est une action qui vient se rajouter. Tous les décors donc sont interactifs. Certains décors peuvent être brisés. C'est toujours pareil. Les déplacements se font sur des cases ou alors avec des réglettes ici, hein, voilà, hein, donc qui vont servir ces réglettes aussi à déterminer les portées courtes, les portées moyennes et les portées longues. La portée longue n'a pas besoin de réglettes, hein, mais bon voilà, pour ceux qui connaissent. De toute façon, nous ferons une petite partie après. Donc les déplacements se font soit à base de cases, soit avec les réglettes. Nous pouvons donc, comme je vous le dis, interagir avec ces décors que je vous montre d'un peu plus près, parce que bon, quand même, il faut en parler. C'est très très bien fait, je trouve. Là, on est, voilà, dans l'univers médiéval fantastique, avec tout ce qui peut exister au final, et tout ce que je vous montre là, que ce soit, alors ça, je crois que c'est pour faire des potions, tout ça, c'est interactif. Hein. Les tapisseries ici, par exemple, ici, c'est là pour faire joli. Mais également, ça va servir, les torches vont servir comme source de feu. L'eau, ici, contenue ici, va servir également comme source d'eau. Les tables, tout ce qui est dessus peut être utilisable. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fixé au sol peut être utilisable. Hein, par exemple, ici, cette armoire contenant des livres, on peut tout à fait se rapprocher de cette armoire, comme ceci, alors j'ai collé les livres, et faire une action de fouille pour voir ce que l'on trouve. C'est tout à fait intéressant. Les râteliers d'armes sont fouillables. Tout ce qu'on voit ici est fouillable. Donc voilà, c'est ça que j'ai cherché. Je voulais vous montrer quand même les cartons des murs qui ne changent pas avec la version avec les versions que l'on a connues. Hein. Donc voilà, on est sur un carton qui est quand même bien solide, hein, assez épais, avec toujours bien entendu un problème de collage ici lorsque on va glisser les choses dessus. Et bien à force de glisser, d'enlever, bon on va forcément abîmer. Alors moi je me tâte à mettre une couleur ici et ensuite éventuellement de placer un petit vernis pour durcir. Alors il y a d'autres astuces, hein, mais moi je me tâte à faire ça. Vous voyez la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, c'est ça, je voulais vous montrer ça. Donc là moi j'ai le contenu de la boîte de base, hein. Mais attention, c'est la boîte de base édition Kickstarter, hein. Et voilà, ça je vais me permettre de le dire. Quand on a des campagnes de Battle System, si on accroche à ces jeux, il faut absolument les faire, car on est vraiment gagnant par rapport au prix ensuite en boutique. Parce que dans la version Kickstarter de base que j'ai pris, eh bien j'ai déjà, je crois, 2 ou 3 extensions qui sont contenues à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant. Il est introduit un système de craft aussi, qui va me plaire, hein, je le pense, car j'ai fait quelques parties, certes, mais j'ai pas voulu aller trop loin, donc je n'ai fait que la partie d'introduction, hein. Donc il y a un système de craft qui est amené avec Hail of Adventure, qui est contenu dans la version Kickstarter, mais qui s'achète à part pour la version boutique, et qui est tout à fait intéressante. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé avec à jouer au jeu pour voir un peu si c'était réellement aussi familier que ça avec les autres. J'ai commencé avec
voyez, dans la boîte de base, on a à lire en premier, aperçu, découvrir le jeu, contenu, voilà, et ensuite on a une partie guidée qui nous permet de nous familiariser avec les mécaniques du jeu, les différents éléments du jeu. C'est tout à fait intéressant, je vous le conseille. Je vous le conseille, on vous guide pendant 4 tours et ensuite on vous laisse. Ça vous permet d'aborder le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, mais moi ça m'a permis de me rafraîchir les règles, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet vraiment de rentrer dans le jeu tout en douceur. Et de pas se polluer l'esprit en disant ah, il y a trop de règles, je vais pas y arriver, Donc ça c'est top pour ça, parce que quand on joue, qu'on fait cette partie d'introduction, eh bien on peut aller chercher des renseignements plus profonds. Par exemple, vous voyez ici, phase d'effroi, carte événement, livre des règles, page 21. Si on a des doutes et qu'on veut approfondir pendant qu'on joue, on peut aller page 21 et lire ceci. Mais on ne peut aussi ne pas y aller, car on est bien guidé. Donc c'est assez, elle est là, la phase d'effroi, voilà, détaillée. Donc c'est assez intéressant de commencer par ce livret, pour ne pas se faire peur, parce que, attention, je vous le dis, on parle de bac à sable, Et quand on parle de bac à sable, eh bien, on parle de multiples possibilités dans ce jeu. Et donc, forcément, eh bien, ça nous donne droit à ceci. Alors là, vous avez ici le livre de luxe. C'est quoi le livre de luxe? Le livre de règles de luxe. Déjà, il est beau, il est cartonné, il est épais. Ok, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça un peu. Le livre de luxe, en fait, il contient tout ce qui est de Maladoum. C'est-à-dire qu'il contient toutes les règles des différentes extensions et du jeu de base. Voilà. Donc pour moi, c'était intéressant de le posséder, car j'ai l'intention, et déjà vous le voyez, je possède donc 2 extensions qui vont avec, je crois qu'il en reste 2 qui vont m'intéresser. Voilà, ça m'intéresse d'avoir ce livre, car je veux avoir un maximum de possibilités dans ce jeu, et un maximum d'interaction avec tout ce qu'il contient. Donc c'est pour ça que j'ai ce livre. Et donc, je vous donne un 1000, regardez-moi un peu tout ça. Alors, ne prenez pas peur. Là, il y a une description absolument de tout. Les règles du jeu en elles-mêmes ne vont pas si loin. Les règles du jeu, je ne sais plus, face des adversaires, voilà, il doit y avoir une 40aine de pages, je pense. Mais alors, attention, tout est détaillé. Mais tout est détaillé. Et je tiens à le dire, au niveau de la rédaction de ce livre de règles, je tiens à le dire parce que c'est assez important, vous le savez pour moi en tout cas, et peut-être pour beaucoup d'entre vous, les livres de règles, c'est la base d'un jeu. Et si le livre de règles n'est pas bien rédigé, ou qu'on s'y perd, c'est vraiment embêtant. Là, ils ont fait un réel effort, vraiment. Je peux pas, j'ai jamais été perdu. Parce qu'en fait, d'entrée, bon, on a les crédits, on a une description, mais surtout, d'entrée, on a une table des matières qui va nous donner les pages pour les principaux points que l'on peut aller chercher. Donc vous voyez que ici, on va s'arrêter à la phase des PNJ et nous avons 44 pages. Ensuite, on va aller voir les règles des décors pour comprendre leur interaction, si on en a envie. Ensuite, on peut aller voir autres règles. Et puis après, vous voyez, là, il y a des choses que l'on peut aller chercher pour être plus précis. Voilà. Mais je vous dis, tout ça, ça se fait dans le plus grand calme et tout en douceur. C'est pas la peine voilà. Si vous avez ce jeu et que vous n'y êtes pas encore allé à cause de ça, allez-y avec le premier livret que je vous ai dit. Vous allez voir, ça passe crème. Et ensuite, vous allez voir que ce livre est assez bien fait, car derrière, donc on a déjà ceci, table des matières, mais à la fin, on a ici, bon, déjà une aide de jeu. Bon, là, vous n'y voyez pas trop avec la lumière, c'est pas grave. Mais on a ici un index. Voilà. Et ça, vous savez que ça, c'est indispensable maintenant. Je le disais en rigolant sur, je crois, la vidéo de bordure extérieure, où je disais que ça devrait être obligatoire. Il devrait y avoir une loi pour ça. Eh bien, eux, voilà, l'ont fait. Et là, voilà. Là, on arrive, en plus de la table des matières, sur un index où on peut aller chercher des détails de règles. Et croyez-moi, on trouve tout ce que l'on veut. Parce que l'on a déjà plusieurs pages. Alors voilà, oui, si j'avais un petit reproche à faire, voilà, c'est ça. C'est parce que des fois, ils vous mettent plein de pages. Mais quand vous aurez compris comment ils fonctionnent, et c'est assez simple, vous irez directement aux pages les plus intéressantes. La plupart du temps, c'est celle-ci.
voyez, ben ça, bon, ouais, voilà, vous verrez. Alors, vous voyez qu'il y a de la magie interdite. C'est assez intéressant. Marché, mesure, mise en place, mission de sauvetage. Enfin, voilà, ça doit parler à certains d'entre vous. Et donc, voilà, ça, c'est à la fin, c'est un guide de référence rapide. Alors, moi, je me suis pas embêté, hein, comme d'hab, hein, je me suis fait mes petits livrets. Alors là, ils sont pas complètement finis, en fait, j'ai scanné des pages, je les ai réduites et je me le suis mis en ce format qui est tout à fait lisible, voilà, qui est un peu plus pratique. Et puis pour éviter d'abîmer ce livre-là, eh bien, j'ai concentré dans 2 petites aides ce qu'il me semblait être le plus important. Donc voilà, je vous le redis, ce jeu est tout à fait complet. Vous l'avez vu, le livre de règles est assez épais, mais ça ne doit absolument pas être un frein, car, et d'ailleurs ils en parlent eux-mêmes, connaître toutes les règles à ce jeu n'est pas réellement nécessaire dans un premier temps. C'est un apprentissage qui se fait en jouant, et c'est vraiment ça. Plus on va vouloir interagir et profiter de ce jeu, un exemple, par exemple, je suis là, voilà, je suis ici, bon, je veux me déplacer, je me dis, tiens, mais là, j'ai personne, j'ai un coffre, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre dans cette pièce, par exemple? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien là, vous allez aller chercher, par exemple, les actions du joueur. Alors, vous avez des cartes Z, super, des cartes aide qui vous y aident. Donc là, je les ai pas sous les yeux, mais bon, je vous le montrerai pendant la partie, qui peuvent vous dire les différentes actions du joueur. Déjà, ça va vous aider à comprendre l'interaction que vous pouvez avoir. Vous allez découvrir que vous allez pouvoir fouiller une pièce. Bon, ceux qui connaissent l'univers le savent, parce que ça n'a pas changé, c'était dans Firstborn. Donc vous pouvez faire une fouille globale et aller dans ce petit sac en cuir. Et oui, enfin, des vrais sacs, mon Dieu, dans lesquels on peut placer la main sans problème. Donc voilà, vous irez faire une fouille là-dedans, vous sortirez un objet, vous serez content. Attention, car il y a des pièges. Tiens, voilà, blam, j'en tombe un, et c'est pas fait exprès. Voilà, il y a des pièges. Même en fouillant, vous pouvez avoir des petits problèmes, découvrir des choses. Voilà. Alors, je sais que dans Firstborn, on pouvait miner les murs, parce que nous étions dans un univers qui contenait des roches précieuses. Ici, nous ne minons pas les murs, hein, avec des pioches, hein, mais il y a d'autres choses à faire. Donc voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en fonction de votre façon de jouer, dans un premier temps, contentez-vous d'apprendre les choses de base en lisant le livret, se déplacer, attaquer, se cacher, le couvert, ben oui, parce qu'on peut être à couvert à ce jeu, et ainsi de suite, les déplacements de base, tout ça. Et puis plus vous allez vouloir vous aventurer dans la connaissance de ce jeu et dans l'interaction qu'il propose, plus là, vous irez compulser point par point certaines choses qui vous intéressent. Et le jeu, il est comme ça. Et là, vous allez vous régaler, hein, je vous le dis. Hein. Donc ne prenez pas peur, surtout, allez-y et faites-vous plaisir. Alors moi, là, j'ai envie quand même de vous montrer... Ouais, là, je pars un peu dans tous les sens, mais ça fait partie du truc. J'ai envie de vous montrer un peu tous ces décors. Je les kiffe. Voilà, ouais, ces reliefs. Alors, on fait ce qu'on veut, hein. Moi, j'ai collé les trucs comme ça, voilà, bon, un livre ouvert, ouais, super, et hop, coucou, et oui, il s'ouvre, tout se fouille. Là, je vais vous montrer quand même ceci, c'est terrible, et là, il n'y a pas tous les décors, hein, il y a les décors que je veux monter, voilà, donc tout est en carton, hein, vous connaissez le principe, hein. Donc tout se monte, on prend le temps. Alors ils ont mis en ligne des vidéos, et c'est très très intéressant. Pour certaines choses, ça m'a bien aidé, parce que je me dis, mais bon sang, comment ils ont fait pour monter ça? Et ben voilà, donc vous cherchez Battle System, vous tapez le nom par exemple Table, et vous allez trouver. Donc vous voyez ça aussi, c'est pas excellent ça? Ouais, c'est pas excellent. Donc ça, vous voyez ça, ici, là, cet emplacement, c'est qu'éventuellement, on peut venir la coincer. Alors, où est-ce qu'il y a un emplacement? Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Ouais, vous n'allez pas le voir, là. Mais on peut venir la coincer. Ah ben attendez, je vais vous prendre un mur. Hein. Je vais prendre un mur sans porte. Voilà. Là, nous avons un mur comme ça. Ben, on peut venir coincer la table sous le décor pour la fixer. Par exemple, à ce moment-là, cette table, quand elle est fixée à un mur, comme ça, voilà, vous voyez, ça pète, non? Ça, hop. Ça pète, eh bien, elle ne pourra pas être retournée, elle est fixe. Vous voyez? Par contre, si on a... Là, je pars dans tous les sens, encore une fois. Hein, voilà, moi, je n'ai pas collé les pieds. Là. Par contre, si on a une table et qu'on est ici, voilà, qu'on a un ennemi qui est là, on peut très bien faire une action d'interaction avec la table, bleu, la pousser et se faire un couvert. Tout est possible. On peut très bien monter sur une table, voilà, monter sur un coffre pour se donner un petit avantage dans le jeu.
Eh oui, parce que ça, ils y ont pensé. Et c'est assez bien décrit. De souvenirs, sur Firstborn, je ne me rappelle plus, mais il me semble pas qu'il y ait eu un avantage à part être un auteur. Je ne sais plus, à part pour s'enlever le couvert, je ne sais plus. Là, si je ne me trompe pas, hein, parce que, comme je vous dis, il y a plein de règles, là, ça donne la possibilité de relancer un dé, je crois, quand on attaque d'une hauteur. Alors, bien sûr, il y a on a des limites à nos déplacements en hauteur, mais ça peut être compensé par des aptitudes. Voilà. Donc là, ok. Et regardez, ça me fait délirer. Ça, c'est bien. Les petites chaises, les chaises. Hein. Bon, alors après, j'ai pas trouvé l'action s'asseoir. D'accord? J'ai pas trouvé. Mais, comme c'est précisé dans les règles, on peut tout à fait tomber d'accord entre joueurs et, en suivant des règles de base, trouver la possibilité de dire, lui, il est assis. Alors à quoi ça servirait, je ne sais pas, mais on peut très bien le faire. On fait ce qu'on veut. Et justement, il y a une partie dans le livret de règles qui nous y aide, hein, qui nous donne certaines directions pour rester quand même jouable. C'est ça, ne pas rendre le jeu jouable, mais pour le laisser jouable, on nous donne des pistes pour essayer de l'améliorer comme on le souhaite. Alors on a aussi, par exemple, tiens ça aussi c'est rigolo, un système de barricades comme ceci. Alors ça, c'est des choses que les barricades, c'est des choses que des joueurs peuvent faire, peuvent placer. Et oui. Et ces barricades, si on va par exemple, voilà, j'ai envie de poser là, je vais aller vous chercher la section objet, décor, donc page 46. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Page 46, on cherche les barricades. Alors là, pour vous montrer vite fait, vous voyez, là je suis sur les objets, d'accord, sur les décors. On a l'intitulé décor, et là on nous décrit tous les décors que l'on peut rencontrer avec leur point de résistance, leur fonction, et éventuellement par quoi ils pourraient être remplacés dans chaque quête. Si on n'a pas envie de mettre, je ne sais pas, un râtelier d'armes, on va nous dire, si vous voulez pas un râtelier d'armes, regardez. Là par exemple, si on veut pas une bibliothèque, on nous dit, vous pouvez l'échanger contre un râtelier. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a le fonctionnement de chaque décor et leur interaction avec nous. Du coup, je ne sais plus ce que chercher. Je cherchais les pièges. Donc, est-ce que je vais le trouver dans ces décors? Là, on a des leviers, vous voyez. Comment marchent les leviers et les roues? On a tout, quoi. Voilà ce que je vous disais ici, le puits qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a une fontaine. Là, on a les tapisseries. Voilà, parfait. Et attendez voir. Est-ce que... Oui, regardez, barricades. Vous voyez, barricades. Donc là, ça vous dit... quel personnage de quelle taille ça peut bloquer, ou alors quel personnage de quelle taille peut les franchir. Et puis ensuite, on vous donne les points de défense, et voilà. Et donc, on vous dit comment voilà, certains sorts et effets peuvent créer des barricades, des décors temporaires constituant des obstacles. Voilà, par exemple. Et ça, moi, je trouve ça top. Ouais, cheminée. Là, ici, on a une cheminée foyer. Un personnage qui se repose double l'effet de n'importe quel objet repos utilisé. Parce qu'il est là, parce qu'il est peinard, et voilà. Et attention, pour faire l'action repos, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis dans notre salle, forcément. Donc, vous voyez, ça c'est voilà, le creuset de la résurrection, ici. Et son interaction. C'est pas bien ça? Des piliers, oui, que je vous ai pas montré, mais qu'on a. Donc voilà. Et là, c'est ce que je vous disais, il y a tous les décors qui sont contenus dans toutes les extensions, parce que c'est le livret de luxe. Hein. Donc ça, par exemple, moi j'ai pas ça. Hein. Moi j'ai pas la mine. Ouais, j'ai pas la mine, j'ai pas tout, ça j'ai pas non plus. J'ai pas les égouts, mais ça me donne vraiment envie de l'avoir. Voilà, il y a tout ça, et ça vous donne un peu la richesse de l'univers. Les pièges que l'on peut poser, ou que l'on peut prendre dans la tête. Voilà, des trappes, des filets, des fosses. Voilà, les terrains difficiles. Bref, on va pas y passer la nuit, mais bon, c'est génial. Il est génial ce jeu. Et que de vous en parler là, je pourrais en parler 10 ans. Le fonctionnement, encore une fois, j'y reviens, est le même, si ce n'est que, Firstborn, au niveau des mécaniques vraiment principales, si ce n'est que là, nous allons découvrir un nouvel élément. Alors, je vous ai parlé de l'arc narratif, qui n'existait pas dans Firstborn, ni dans Core Space, de base, et qui est introduit ici. Ça, c'est que pour me plaire. Mais nous allons rencontrer un élément qui est la magie. Je vous en parle, je vous en ai un peu parlé. Voilà, la magie. Et ça me plaît parce qu'ils ont du coup introduit, c'est une mécanique carrément qu'ils ont introduite, donc un nouvel aspect du jeu, et qui est assez bien géré, qui est géré avec un dé de magie, puis je sais pas, qui représente quand même, voilà,
vous savez, dans certains jeux, quand on joue des magiciens, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu moyen. Là, on sent la puissance. On sent la puissance de la magie, bien que bien sûr, quand on est mort, on n'est pas forcément puissant, mais comme les autres aventuriers. Et donc, on a peut-être envie de s'y intéresser. Donc, il y a la magie classique, et vous verrez que je vais vous expliquer après, mais que dans ce monde, la magie s'appelle Maladum. Et oui, et d'où le nom du jeu. Et il y a la magie interdite aussi. Eh oui, la magie interdite, qui va nous faire prendre de la corruption, mais qui est très très intéressante et très tentante. À nous de voir comment est-ce qu'on va utiliser ceci. Est-ce qu'on va être magicien? Après, il y a de multiples classes. Et ça, pour les habitués, vous serez pas dépaysés. Hein. Pour les nouveaux venus dans cet univers, eh bien, régalez-vous, je vous le dis. Donc voilà, bon là ils sont en anglais, mais on a les traductions. Ne vous inquiétez pas, mais bon, on s'en fout. Hein, Warlock, Barbare, Hermite, attention, parce que au dos, il y en a d'autres, druides, vous voyez. Donc il y a tout ça. Là, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, j'ai mis les trucs de mes 2 extensions, là. Mais franchement, il y en a assez dans le jeu de base. Voilà, là ici, nous avons un magicien, hein, un primoriste. Donc voilà, il y a énormément de classes de personnages que nous allons pouvoir, bien entendu, choisir quand nous allons choisir notre personnage, qui lui-même va venir avec des caractéristiques particulières, et bien entendu. Et oui, donc on aura des personnages qui vont venir avec des atouts, et en plus de cela, nous choisirons notre classe, ici. Voilà, donc là c'est le personnage et notre classe, je vous l'ai montré. Alors chaque personnage va venir avec des aptitudes particulières. Mais attention, vous voyez qu'ici il y a un G. Alors G c'est quoi? C'est la monnaie du jeu, c'est Gilder, je crois. J'espère que je ne me trompe pas, Gilder, le nom est bizarre. Ouais, du Gilder, ça s'appelle. Et donc là nous avons un coup, vous verrez que lors de la création de notre équipe, ce coup-là va rentrer en jeu. Hein. On ne fait pas non plus ce qu'on veut lorsqu'on crée. Mais bien entendu, eh bien, il y aura la possibilité d'agrandir notre équipe ou alors de recruter d'autres nouveaux personnages, de recruter des compagnons, d'embaucher. Enfin, vous savez que c'est... Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un jeu hyper riche. C'est un jeu qui ne s'arrête pas. Et puis, une de ses particularités, c'est ceci. Voilà, si vous ne savez pas, je vous le montre. En fait, voilà on avance en classe en se marquant des XP ici. Voilà, et en fonction des XP, eh bien, on va pouvoir améliorer notre personnage ou pas. Hein, ça, c'est des choix et c'est effaçable, mais bien entendu. Voilà. Donc, on va avoir en fin de partie, en phase hors partie, mais en fait, cette partie hors partie en est une en elle-même, je vous le dis, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc, on va pouvoir choisir ce qu'on fait des XP gagnés au final. Est-ce qu'on va améliorer ceci? Est-ce que on va améliorer nos compétences de notre classe de personnages que l'on aura choisi, et ainsi de suite. Je ne vous dis pas tout parce que sinon après moi j'ai pas fini. Et puis ça va faire encore une vidéo qui va durer des heures et des heures. Alors au niveau des jetons sur ce jeu, il y en a pas finalement, et c'est bien. Il y en a pas 50 000. Voilà, par exemple. Là, nous en avons ici, ça c'est des jetons fouilles et des jetons rappel, hein, rappel, et de l'autre côté, on a fouille, donc ça c'est quand on va faire des fouilles spéciales sur du mobilier, ou alors des fouilles générales, si je fouille ça, là, hop, je vais mettre ça, elle est plus fouillable pour la partie, à moins qu'un événement ne l'enlève. Ici, voilà, ça, oui, c'est toujours pareil par contre, là, hein, là on est sur du tout petit jeton, mais bon, on s'y fait, voilà, tout ça c'est des jetons d'état, hein. Donc il y a pas mal d'états que l'on peut recevoir, alors un bon et un moins bon. Mais on va jouer avec. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un jeton, là, on a cette troupe de jetons, ça c'est des jetons fatigue. Et ensuite ici on a des jetons qui vont nous marquer des portes cassées, je crois, pour ça, un truc comme ça, des portes verrouillées, des portes verrouillées avec liées à un scénario, voilà, un truc comme ça, ou à des objectifs particuliers. Voilà, j'ai pas tout vu, mais bon, d'après ce que j'ai lu, c'est ça. Voilà. Et ensuite, les derniers jetons importants, hein, je veux dire importants. Il y en a d'autres un peu, mais les jetons importants. Ici, nous allons voir le jeton ténèbres et le jeton lumière. Voilà, source de lumière, voilà. Parce que dans ce jeu, un concept de ténèbres, bien sûr, est introduit, car nous rentrons dans des donjons qui ne sont pas peut-être forcément bien éclairés. Et ça va jouer énormément.
Bon, après, il y a quoi? Un peu de dés, d'accord? Mais pas tant que ça. Bon, après, on jette des dés. Eh oui, il y a du hasard. Et si dans un jeu comme ça, il n'y a pas de hasard, ça sert à rien. Ça sert à rien. Eh oui, attendez. Qui dit que votre coup d'épée va porter alors que vous venez de glisser sur une flaque d'eau, par exemple? Eh oui, n'étiez-vous pas bien campé sur vos jambes avant de l'envoyer? Réfléchissez. Voilà. Donc forcément, il y a des dés pour matérialiser ça. Après, on peut jouer avec les dés. Ne vous inquiétez pas, car il y a une multitude d'armes, et oui, et de protection et de ceci, cela. Et là, nous ne sommes qu'avec les jetons autorisés, c'est-à-dire les jetons de base. Il existe plusieurs sortes de jetons, bien entendu, des rares, des moins rares, des épiques, il en existe plein. Donc on a énormément de possibilités. Ce jeu est complet, ce jeu, je l'aime. Et voilà, et puis c'est tout, et c'est tout, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors maintenant, là, pour pas que la vidéo dure trop longtemps avant qu'on se lance dans une partie ensemble, je vais quand même vous parler un peu du monde, hein, de Maladoum, du monde, d'où il vient, qui en est l'origine et quelle est donc voilà l'origine de ce monde-là. Et pour ça, il faut que je vous donne un petit indice. C'est un gros rapport avec l'univers de Firstborn. Alors, je vais pas vous le lire. Je vais essayer de vous faire un résumé. Mais bon, après, je vais peut-être oublier des choses, mais ça, vous lirez pour ceux qui sont intéressés. En fait, la première chose à savoir, c'est que la planète sur laquelle nous allons évoluer s'appelle Mesa. Et que Mesa, à l'origine, faisait partie d'un vaste réseau galactique, en fait. Un réseau de planètes galactiques, qu'est-ce que je dis? Un réseau galactique de planètes qui était, qui correspondait entre elles. Voilà. Et qui contenait, bien entendu, des races extraterrestres dont, à l'époque à laquelle se passe le jeu, plus personne n'a souvenir. Voilà, c'est complètement oublié. Alors, elle était habitée, Mesa, par des extraterrestres, donc, qui utilisaient la technologie des étoiles. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être? Non? Non? Ils avaient établi un vaste réseau, de relais qui encerclait leur étoile locale et qui arrivait, ce réseau, à puiser l'énergie des étoiles, le raffiner et envoyer le plasma dans des tours de réception sur les planètes pour que cette énergie soit diffusée sur toute la planète de Mesa et qu'elle puisse servir à alimenter les différentes technologies, car ce peuple-là était assoiffé de technologie. C'était un peuple très, très, très avancé. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Parce que normalement, si vous connaissez l'univers Firstborn, vous allez retrouver, oui, les premiers nés. Il y a un lien avec ceci. Vous verrez que lorsqu'on regardera les races qu'il existe, vous allez reconnaître certains visages. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il faut bien une chute, la chute eut lieu. Voilà. C'est que de cette technologie est né un organisme appelé, un organisme renégat, on l'a pas forcément nommé, mais il était à base de nanites. Les nanites, rappelez-vous ce que c'était, notamment on le voit sur le sang pur, qui est un premier-né, mais le sang pur, qui est un peu le chef il avait deux nanites qui le protégeaient, rappelez-vous, faites un effort, qui le protégeaient, qui sortaient, c'était comme deux mandibules qui sortaient de son corps. Cet organisme, donc, qui était constitué de nanites, a complètement balayé Mesa. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être l'abus de la technologie, l'abus de l'énergie transformée en plasma, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait comme unique objectif de détruire ou de réduire à néant tout ce qu'il touchait. Point barre. Et donc, c'est ce qui s'est passé sur Mesa. Il y a des milliers et des milliers d'années. Tout simplement. Et donc les planètes alentour, les planètes de la galaxie, voyant ceci, décidèrent de mettre en quarantaine la planète Mesa, avec tout ce qu'elle comportait. Parce qu'attention, la technologie a été touchée par les nanites, mais pas forcément les habitants, mais ils furent complètement coupés de tout contact et ils avaient tout perdu. C'est-à-dire toute technologie sur la planète a été complètement annihilée par les nanites. Et ces nanites, elles,
qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont imprégnées dans le sol de Mesa, et on va les retrouver bien plus tard sous le nom de malacites, si je ne me trompe pas. Oui, je viens de vérifier. Malacites qui imprégnèrent la terre de Mesa et qui furent plus tard utilisés comme source de magie par certains personnages qui furent capables de communiquer avec elles et d'en tirer un grand pouvoir. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, le terme Maladum va désigner le fait de se mettre en résonance avec ces minuscules malacites qui imprègnent chaque facette désormais, chaque facette du monde, et de les commander afin d'agencer l'environnement selon la volonté du Maladar. Ah oui, parce que le Maladum, qui est donc la magie, celui qui la manipule, est appelé sur Mesa le Maladar. Et ça, voilà, on ne parlera pas de magiciens. Bien sûr, il va y avoir des classes de magiciens, des classes là, mais ceux qui manipulent la magie sont des Maladars. Donc voilà, en gros, là, je vous ai brossé un portrait vraiment succinct de ce qui s'est passé, mais c'est la trame générale. Et donc, nous, on se retrouve, après des années après cette chute, parce que ce fut appelé la chute. Donc, pour vous dire la longueur, je vais vous lire juste la phrase qu'ils emploient. Donc, l'ère de la technologie fut reléguée au rang de mythe, puis d'âge d'une magie révolue, et ensuite le cataclysme fut connu sous le nom de chute. Voilà, donc on a complètement oublié ce qui s'est passé. Il reste encore des vestiges de la technologie, mais on ne sait pas l'utiliser. On n'y comprend rien. Par contre, on a su apprendre à utiliser les malacites. Donc, vous avez vu que c'est les descendants des nanites. Cette source d'énergie transformée en magie qui imprègne à présent beaucoup des habitants et surtout le sol de Mesa. Complètement. Voilà, donc c'est là-dedans, les amis, qu'on va partir et qu'on va passer, je l'espère, un très bon moment autour de la table. Autour de la table, et notamment dans la vidéo qui va suivre, où je vais me lancer avec vous dans une partie solo que je vais vouloir faire avec tranquillité, je vous le dis. On va prendre le temps parce que c'est un jeu qui le mérite, et puis on va essayer de se raconter une histoire. Je ne sais pas si je partirai par la partie d'introduction ou si je vais directement commencer par la première quête. Ceci dit, ce qui est sûr, c'est que nous verrons ensemble comment constituer une équipe et quels choix vont me pousser à choisir tel ou tel personnage en fonction des objectifs que j'ai envie de réaliser. Voilà, donc là j'espère que je n'ai pas été trop long, trop long pour vous en parler. J'ai vraiment rongé mon frein, je vous ai décrit un peu ma passion pour cet univers, ma passion pour ce système-là, Battle System, parce que j'aime beaucoup, moi il y a pas à tortiller, j'aime beaucoup tout ce qu'il permet, et puis écoutez, je vous dis donc à très bientôt pour la partie solo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, à le faire sur cette vidéo. Vous le savez, je suis présent, et en tout cas ça m'a fait grand plaisir de vous retrouver pour vous parler de Maladum Dungeon of Enveron, et je vous dis à très vite pour la suite sur ce jeu. Prenez soin de vous, les amis, c'est important. Prenez du temps pour vous et pour ceux que vous aimez. Je vous dis à très vite. Bye bye.